mais qu'est-ce qu'il fait lui? Attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini, c'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vélo podcast. On continue à faire monter la sauce jusqu'au départ du Tour de France 2025 à Lille. Et forcément, quand on parle de Lille, on a notre ch'timi du Nord-Pas-de-Calais, mais qui est un peu exilé. Il est chercher l'argent de l'autre côté de la frontière. François-Pierre Noël avec moi, salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Il y a plus d'argent en Suisse que dans le Nord. C'est pas... Ah, voilà. Ça, c'est pas un secret, oui. Ça, ça s'appelle une porte ouverte. Ça t'enfonce une porte ouverte, Guillaume, ça évidemment. Exactement. Bon, on continue à FP de présenter ce Tour de France 2025 avec plein de petits podcasts, puisqu'on a parlé il y a quelques heures de la bataille pour le maillot à pois, mais maintenant, en même temps nos souvenirs de maillot à pois, puisque le maillot à pois fête c'est 50 ans, qu'on a parlé aussi un peu du maillot vert et du maillot blanc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les Français. On va pas encore parler des gros favoris. On peut se permettre de séparer les Français et les favoris parce qu'on voit mal un Français remporter le Tour de France 2025. Là aussi, j'en suis une porte ouverte FP. Sauf grande surprise. On voyait pas Thomas Vauclair jouer la victoire dans le Tour de France 2011. Mais on va parler des Français. Je rappelle qu'on a eu l'interview en début de semaine de Jordan Jegat de la Total Energy. Un grand merci à la team Total Energy pour cette interview de Jordan Jegat qui, pendant une belle demi-heure, s'est confié à Vélo Podcast sur ses ambitions, ses objectifs pour le Tour de France 2025. Le 14e du dernier Dauphiné s'est confié. Il nous parle notamment de son objectif de gagner une étape sur ce Tour 2025. On va voir ce que ça va donner. FP, ils sont, attention, 37 Français au départ de ce Tour de France 2025. Il me semble que toutes les start lists qu'on a au moment où on enregistre sont officielles et donc on a le nombre réel exactement. C'est ça, 37 Français au départ de ce Tour de France 2025. Très généralement, déjà, au début, pour commencer ce podcast, on en attend quoi des Français ? On en attend des victoires d'étape. Concrètement, il n'y a personne pour jouer le général, de par les déclarations et le niveau. Alors peut-être le seul qui avait le niveau pour jouer un classement général, c'était Lenny Martinez. Il a déjà annoncé qu'il était là pour les étapes et qu'il n'avait pas de pression sur ce classement général. Donc voilà, maintenant on sait ça, c'est clairement tout pour l'attaque. Et moi j'attends ça des Français, c'est que j'attends qu'ils nous mettent le bazar, qu'ils jouent avec leurs moyens et qui tentent des choses. Parce qu'en fait c'est ça aussi, moi je trouve qu'on a une génération de Français qui arrive qui est assez, impertinente, c'est peut-être le bon mot parce qu'en fait parfois ça va dans le sens ça va trop loin, c'est qu'ils tentent des choses qui sont très compliquées, trop compliquées, mais au moins ils tentent des choses et c'est ce que je reprochais parfois à certains coureurs. Et quand je vois des coureurs que je vais citer comme ça, mais Louis Barré par exemple, Kevin Vauclin également, on peut penser également à Lenny Martinez, Bastien Tronchon chez Decathlon AG2R, parlons maintenant de Jordan Jegat évidemment, Alexandre Delettre chez Total Energy, on a Julien Lafilippe effectivement aussi, je trouve qu'il y a et Champoussin chez Astana, on a ce côté vraiment des passe-partout dans tous les profils, tu vois, des gros rouleurs, des punchers, des baroudeurs, donc des bons sprinters également sur un petit groupe. Donc moi je suis assez optimiste pour des victoires d'étape. Après, toujours est-il que faudra voir comment les favoris laissent ou pas la place, c'est toujours la même chose, parce qu'au sprint évidemment on n'a pas les meilleurs, en grimpeur on n'a pas les meilleurs, mais voilà, c'est en attaquant je pense qu'on pourra avoir quelque chose, et si on peut revivre ce qu'on a vécu l'an passé avec la victoire de Bardet première étape et deuxième étape Vauclin, je suis preneur. On a peut-être enfin compris aussi chez les Français qu'une 10e ou une 15e place au général, on s'en souvient beaucoup moins bien qu'un vainqueur d'étape du Tour. Encore faut-il que sur certaines étapes où on va dire des étapes de transition ou des étapes de montagne, les leaders aient envie de laisser la place aux Français, la place ou en tout cas aux baroudeurs plus qu'aux Français. Voilà, ça va être un petit peu l'interrogation. Sur quelles étapes les baroudeurs ou les Français vont-ils pouvoir se mettre en avant? On regarde la première semaine à Lille, plutôt pour les sprinters, on va voir. Allez, c'est la deuxième on étape. Va regarder un peu. Ouais, mais ça commence à la deuxième étape à Boulogne. Moi, je trouve que. Ouais, mais regarde, deuxième étape à Boulogne. Qui te dit que Pogacar va pas vouloir, avec Van Der Poel, déjà se la mettre cher et aller gagner l'étape? Évidemment, Guillaume, moi je fais pas de cyclisme fiction, mais tu me demandes où est-ce que je vois. Je vois la deuxième étape, tu vois. Mais je dis oui, évidemment, parce que les leaders ils veulent prendre le maillot. Après, moi je doute vraiment que Pogacar. Son intérêt, c'est peut-être pas prendre le maillot tout de suite, parce qu'en plus,
autant qu'il laisse son équipe tranquille la première semaine. Tu vois, tu charges quand même ton équipe du maillot jaune. C'est quand même un poids. Alors même si c'est des équipes qui sont habituées, je vois pas un Pogacar ou un Vingegaard aller chercher ce maillot. Hormis si c'est dans une stratégie, peut-être un Evenepoel à la limite, parce que lui, il a une carte à jouer, évidemment, il est moins bon en montagne. Il y a un chrono à Caen qui arrive lors de la première semaine. Bah alors pourquoi pas? Mais non, moi je pense qu'au contraire, ils ont une carte à jouer. Et les étapes comme ça, alors pas les étapes de sprint, mais l'étape de Boulogne peut être parfaite pour un bon puncher. Exactement. On va les catégoriser un petit peu, ces coureurs français qui sont au départ. On va parler des grimpeurs, on a parlé de ceux... On a dit finalement qu'on ne voit pas réellement un Français jouer le général. On n'a pas dit, il y en a qu'un, c'est Guillaume Martin en fait, qui l'a annoncé qu'il visait un top 10 au général. Voilà, c'est peut-être le seul, effectivement, là je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur ça, c'est qu'il n'y a que Guillaume Martin qui va jouer visiblement le classement général côté français. Parce que c'est dans la culture de la Groupama FDJ d'absolument jouer le général à tout prix plutôt que d'aller gagner une étape quitte à être 20e du général. Ça la foutrait mal d'avoir une World Tour comme Groupama FDJ, se contenter d'une 20e place à la chasse aux étapes. Sachant qu'à la chasse aux étapes, on a forcément du Romain Grégoire par exemple. Ah oui, évidemment. Après, c'est toujours pareil. Moi, si le choix est assumé et dire tout pour Romain Grégoire pour les étapes et qu'il en remporte 2 ou 3, à la fin du Tour de France, je peux te garantir qu'on aura vite oublié qu'il jouait pas le général. Donc c'est toujours pareil. Moi, je suis pas sur ça, c'est qu'après chaque équipe a sa stratégie. Si la stratégie c'est de remporter le plus d'étapes possible, bah écoute, si FDJ ressort de là avec 3 étapes, mais ils n'ont pas joué le général, moi je vais rien leur dire, hein. Au contraire, je suis très très ravi pour eux. Eux, ils ont une équipe avec un Romain Grégoire qui vraiment marche très très fort en ce moment, on l'a vu sur le Tour de Suisse. Et puis maintenant il score et voilà, il tente sa chance, voilà, c'est très très fort. On a un Paul Penwet qui passe partout et qui malgré tout, alors ouais, il a pas trop de bol en ce moment, je trouve il fait des plutôt bons sprints, il a été aussi déclassé sur le Dauphiné, mais la forme est là, c'est-à-dire que évidemment je vois pas battre Jonathan Milan, Philipsen, mais en revanche le top 10 jouer sur les sprints voire mieux, pourquoi pas sur des sprints un peu plus punchy, Penwet a sa chance. Donc chez la FDJ on peut compter sur ces 2 cartes là, avec évidemment entouré avec un Quentin Paché, Russo et Barth qui peuvent aussi prendre des échappées classiques. Exactement, donc là on a parlé de la Groupama FDJ. Pour parler des grimpeurs un peu français de ce Tour de France, forcément Lenny Martinez qui lui a annoncé qu'il venait pour les victoires d'étape. Bon, Lenny Martinez, on en a dit déjà pas mal sur lui, dans le sens où on sait que voilà, il a prouvé, on en a parlé après le Dauphiné, il a prouvé qu'il est très intelligent, qu'il est capable de scorer tout simplement. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est le plus jeune français au départ du Tour de France. Il a moins de 22 ans. C'est le seul à avoir moins de 22 ans. Mais il est capable de scorer. S'il gagne une étape sur le Tour de France, on dit quoi de son année? Franchement, elle est exceptionnelle. Parce que même si, évidemment, il n'a pas fait de très très gros résultats au général, quoique, on peut pas mettre le Tour de Romandie 2e, même si, bon, voilà, ça reste une World Tour un peu moins forte qu'un Dauphiné, Paris-Nice, Tirreno, etc. Mais je trouve que voilà, il remporte une étape sur le Romandie, il remporte une étape au Dauphiné, une étape sur Paris-Nice. Si tu remportes une étape sur le Tour de France, franchement, respect quand même. C'est pas arrivé depuis très longtemps et la régularité, on s'en plaint souvent pour beaucoup de coureurs. Là, elle sera là. S'il remporte cette étape. Sachant que Lenny Martinez va fêter son anniversaire le 11 juillet, jour de l'étape de Mur de Bretagne. Ah bah voilà. Bon après, oui, vous savez dit, on l'a vu sur Paris-Nice, c'était une étape dans ce style. Exactement. Donc on va voir ce que ça va donner. Dans les profils grimpeurs, voilà, Lenny Martinez, mais encore une fois, je le remets un peu sur la table pour la bataille pour le maillot à poids. On a des Clément Berthet, par exemple, moi que je trouve toujours intéressant. Voilà. Clément Berthet, Kevin Vauquelin, forcément. Kevin Vauquelin, alors moi j'ai toujours... Alors oui, ça dépend ce que tu dis grimpeur, mais... Vauquelin, c'est un puncher. Punchy. Ouais, parce que grimpeur puncher. On va englober les grimpeurs et les punchers parce que les purs grimpeurs. Parce que Vauquelin, je trouve, c'est pas le pur grimpeur, justement. C'est bien son problème et c'est ce qui lui a fait perdre le Tour de Suisse, malheureusement. Mais Vauquelin, oui, tout à fait. Alors, Vauquelin fait partie de cette liste-là. Un Jordan Gégat qui progresse vitesse grand V qu'on a eu dans Vélo Podcast. Donc, on vous invite d'ailleurs à réécouter cette interview magnifiquement menée par toi, Guillaume. Mais voilà, en tout cas, c'est des profils qui sont intéressants. Et moi, j'oublie pas aussi un coureur dont on parle pas beaucoup,
coup. Parce que évidemment, il est parti dans une équipe étrangère. Chez Astana, c'est Champoussin. Champoussin qui fait aussi une année très très bonne, très régulière. Il fait deuxième derrière Lenny Martinez à Paris-Nice. Parce que voilà, on a un doublé français à Paris-Nice, cette étape-là. Ah ouais, puis il a une régularité sur la saison qui est très intéressante. Donc lui, en échappé aussi. Moi, je vois un Champoussin. Je suis assez optimiste quand je vois Champoussin. Sachant que Astana va absolument jouer tous les coups parce qu'on sait qu'ils sont à la recherche de points. Donc Champoussin va très clairement être dans la bataille pour les victoires d'étape assez régulièrement, je pense. Alex Baudin chez IF aussi, qui aussi, alors qui est pareil dans un autre style également, mais peut-être bon grimpeur, mais peut-être pas dans les meilleurs. Moi, là où je suis frustré, c'est pour deux coureurs, mais c'est évidemment parce qu'ils sont liés trop à leur leader, c'est Pavel Sivakov. Alors évidemment pour Tadej Pogačar chez UAE, qu'on risque de moins voir en tout cas dans les échappées. Bon, quoique on verra, mais en tout cas, et puis pareil pour Valentin Paré-Peintre, qui par contre est pas dans une grande forme. On se rappelle donc voilà qui avait abandonné le Giro. Non, il a pas fait le Giro parce qu'il avait chuté avant, mais voilà, c'est Valentin Paré-Peintre, il a le profil pour gagner une étape. Le souci, c'est que dans son équipe Soudal Quick-Step, Evenepoel, il va beaucoup s'appuyer sur lui. Donc malheureusement, il n'aura peut-être pas sa carte pour sortir. Tant que Evenepoel joue le général, parce que Remco Evenepoel, on n'est pas non plus à l'abri d'un craquage. J'y crois pas. On n'est pas à l'abri d'un craquage de Remco Evenepoel en montagne. Oui, un craquage, mais si tu dis moi je me souviens du Tour d'Espagne 2023 où Sepkus l'emporte. Mais par rapport à au départ, Remco Evenepoel. Par rapport à Pogačar et Vingegaard, oui, d'accord, si tu parles de craquage sur eux, mais moi, je ne vois pas craquer, péter derrière d'autres coureurs. Hein. En tout cas, quand je dis péter, c'est de prendre 4-5 minutes sur l'Hippolyte, par exemple, pour l'instant. Parce que moi, Evenepoel, dans sa forme, moi, je répète ce que j'ai dit après le Dauphiné, mais on en parlera plus longuement dans le podcast des favoris, il est sur une forme ascendante. Tu vois, pour résumer ma position, c'est que je pense que sur Tour de France, il sera assez bon. Donc, mais Valentin Paré-Peintre, voilà, si Evenepoel, en tout cas, est amené à faire un grand Tour de France, Valentin Paré-Peintre sera une des pièces maîtresses du Tour du Belge, voilà, parce qu'il a cette capacité à briller vraiment en haute montagne. En profil pur grimpeur, il sera vraiment très intéressant. Je regarde aussi du côté de la décathlon à G2R, parce que chez les Français, on va avoir Tronchon, Aurélien Paré-Peintre, Clément Berthet et Bruno Armirail, avec Gal Bisseguer, Oliver Neisen et Callum Scottson. Bruno Armirail a remporté le maillot à pois du Dauphiné, a remporté le maillot à pois du Tour du Pays Basque, si je ne me trompe pas, et il fait 3e du maillot à pois du Tour de Catalogne. Voilà. Ah non, mais Armirail, c'est pareil, c'est un très bon profil. Après, le problème d'Armirail, c'est qu'il est toujours limité aussi. Enfin, par rapport à un pur grimpeur dans une échappée, ça va être plus compliqué pour Bruno Armirail. Mais des étapes où on va dire que ça monte pas très haut, et puis où il faut rouler à des passages en plat, oui, il peut partir et s'échapper tout seul, lui, pour le coup. Alors, normalement, il va aussi travailler pour Félix Gall. Ouais, alors ça, du moment où Félix Gall, pareil, joue le général, parce que Félix Gall, il va pas pour faire 15e. Bruno Armirail, il se rapproche de Félix Gall, et puis après, il va se relever après avoir travaillé. Maintenant, si on laisse un peu de liberté à Bruno Armirail, c'est quelqu'un qui sent très bien la course, qui est capable de prendre des échappées, en montagne aussi. Si on a des échappées en montagne qui se forment, je pense notamment à sa gestion des 3 semaines et en 3e semaine, il sera en capacité d'aller accrocher ces échappées-là pour briller aussi sur ses profils grimpeur puncher. Oui, je partage ton avis là-dessus. Bruno Armirail, c'est un très très bon coureur. Et puis, moi, ce qui me plaît avec Bruno Armirail, c'est que t'as l'impression que chaque année, il progresse encore plus, quoi. Donc, tu sais pas trop où il va s'arrêter. Et c'est ça qui est plaisant avec lui, c'est que il est très fort en chrono, on le sait depuis un moment, mais à une époque, tu sais, il accompagnait Gaudu sur la Vuelta, si je dis pas de bêtises. Tu sais, et puis voilà, c'était une belle image assez forte. Et puis, il a toujours eu ce côté passe-partout qui est super intéressant pour une équipe. Non, moi, alors, je parlais de Clément Berthet Attends, juste sur Bruno Armirail, j'ai compté le nombre d'échappées qu'il a pris au Tour de France l'année dernière. Ouais. Il en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 échappées prises en montagne. L'année dernière, étape de montagne à Valoir, au Lioran, au Plat d'Adé, Super Dévolué, Barcelonnette et le col de la Couillole. Il aime partir. C'était pour remettre un peu. Non, je disais, après, ils ont plusieurs cartes. C'est vrai qu'il y a un Clément Berthet également qui progresse bien. Et puis, il y a aussi, il faut se dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de départs chez G2R l'année prochaine. Et c'est beaucoup, notamment de Français qui partent. Notamment, Bastien Tronchon. On n'a pas le champion de France. Voilà, par exemple, Dorian Godon. Bon, là, c'était prévu, mais qui va partir également l'année prochaine, mais qui a fait le Giro. Mais
Ouais, un Clément Berthet, il va voir se montrer. Aurélien Paré-Peintre, alors lui, voilà, c'est toujours le même profil. C'est que Paré-Peintre, bah, c'est pas sur la haute montagne que je l'attends ou la montagne, c'est plutôt sur un peu les côtés un peu parcours accidenté, on va dire. Comme Bastien Tronchon, qui m'a beaucoup plu sur le Trobreau-Léon, qui était vraiment très très fort. Moi, j'ai eu un peu plus de mal avec cette équipe H2R parce que comment dire, je trouve qu'un coureur comme Oliver Neisen, alors oui, bien sûr, c'est capitaine de route, etc., mais je trouve que sur la saison, il ne mérite pas trop sa place sur le Tour de France. Je pense qu'ils ont gardé ça parce qu'il avait prévu sur le Tour de France, et puis voilà, ça c'est un choix. Mais moi, j'aurais... Ça va être un bon équipier sur la plaine. Mais tu vois, moi, je pense que typiquement, dans le profil de ce Tour de France, même si évidemment, il n'a pas été exceptionnel cette année, mais ça aurait été l'occasion peut-être de lancer un Pierre Gautrat. Alors ouais, Pierre Gautrat, on va me dire, oui, mais il faut peut-être le mettre sur la Vuelta ou le Giro. Et je trouve que justement, c'est pas des grands tours adaptés pour lui. Et moi, je trouve qu'il avait ce côté passe-partout également dans d'autres profils, d'autres idées. Mais ouais, moi, je trouve qu'un Pierre Gautrat me manque un peu sur cette start list H2R. Mais après, Oliver Neisen, il a cette expérience. Et puis, sur le plat, il va te placer, il va te placer le leader au bon endroit avec Stefan Bissegger un peu sur le plat. Ouais, enfin, Bissegger, faut qu'on en parle aussi, parce que Bissegger qui s'est quand même fait battre sur le chrono national en Suisse sans Stéphane Kung par Mauro Schmid. Enfin, je veux bien, mais ok, c'est pas la forme non plus pour Stéphane Bissegger. Hein. Oui, bah après, il fait une bonne campagne. On lui demande de rouler pour le coup. Ouais, mais il fait une bonne campagne de classique flandrienne, certes, mais par contre, là, depuis, c'est quand même très compliqué. Donc, moi, je te dis, moi, là, je suis embêté avec cette start-là d'H2R. Mais bref, c'est vrai qu'on parle de Suisse, c'est pas des Français. Alors, mais... Après, il fait 7ème de Paris-Roubaix. Derrière, 15 jours après, il fait 4ème du prologue du Tour de Romandie. C'est vrai qu'en suivant, il fait pas de gros. Enfin, il remporte une classique suisse, la Rad Sportfest Mirville, le 11 mai. Sa dernière victoire, et puis après le Tour de Suisse, il passe au travers. Notre ami Bissegger est 2ème du contre-la-montre du championnat de Suisse. Oui, bon, on peut lui permettre de se rater. Tu le permets? Okay, non, c'est enregistré. Non, bon, on a parlé un peu des équipes. Après, on va voir les Arkea, les Cofidis. Ouais, non, mais après, c'est vrai qu'on peut assez vite résumer parce que, en fait, Arkea t'offre la possibilité d'avoir un sprinter avec Arnaud Démare. Pour le coup. Oui, et avec l'avenir de l'équipe, on va avoir des coureurs qui vont avoir faim aussi. Ouais, c'est vrai, on rappelle briller. Arkea qui est en danger, qui a annoncé, Arkea BNB Hotel qui a annoncé qu'il ne serait pas là l'année prochaine. Donc la seule solution, c'est qui ne seront plus là. Donc il va falloir trouver un autre sponsor ou plusieurs sponsors titres qui viennent mettre de l'argent, sachant qu'Arkea va retomber en Continental Pro. En Pro Team, exactement. Et que Emmanuel Hubert a déjà invité les coureurs qui étaient contactés par d'autres équipes à étudier les offres pour ne pas se retrouver sur le carreau. Effectivement, et puis ça c'est tout à fait louable, il a raison de le faire. Puis c'est pas la première fois qu'il connaît cette situation pour le coup, Emmanuel Hubert. Mais voilà, je trouve que ils ont une équipe. Moi, Ewen Kosciuszko me plaît beaucoup également. C'est un très bon coureur. Après voilà, Mathis Lebert, on sait que c'est aussi un gros rouleur. Venturini, toujours pour faire aussi une petite place. Donc c'est aussi des bonnes cartes à jouer. Moi, le grimpeur espagnol, Christian Rodriguez et Raúl Garcia Pierna qui vont essayer de prendre des coups en montagne. Après, moi, ce qui me plaît encore plus, c'est aussi là qu'on n'a pas trop cité, et j'aimerais mettre en avant, c'est Louis Barret. Hein. Parce que lui aussi, sur son année, elle est très très belle. Et quand on voit ce qu'il fait sur le championnat de France, alors, il est tout seul, où il y avait Hugo Page peut-être qui était là. J'ai pas vu Hugo Page d'ailleurs, j'ai même pas vu s'il était présent. Mais Louis Barret, quand il revient sur le groupe FDJ, il est au départ. Et au départ, en tout cas, tu vois, Louis Barret, quand il bouge ses 25 secondes tout seul avec 2 FDJ sur le dos, dans les montées pour rattraper le groupe de tête, avec 25 secondes d'avance au moment où il part, et après réattaquer sur la fin. Non, franchement, dans le coffre qu'il a, on l'avait vu sur l'Amstel. Moi, sous Louis Barret, son année, elle est très costaude à Louis Barret. Énormément de régularité, elle est très costaude. Quand tu regardes dès le mois de février, il fait 10e du Tour des Alpes-Maritimes, mais en étant toujours offensif, 6e de la classique du Var juste avant, 8e à la Gueglia, 3e de Paris-Camembert en avril. Il passe un peu au travers de son Tour du Pays Basque, mais derrière, quelques jours après, il fait 6e de l'Amstel, 24 et 25 de la Flèche et de Liège-Bastogne-Liège. Tour de Romandie, il prend une 4e place à Cossonay. Ensuite, il revient, donc ça c'était fin avril, début mai. Et puis au Dauphiné, on l'a vu briller avec une 3e place à Charentonnet. 8e place à Combloux. On se souvient à quel point cette étape de Combloux était dure. Il arrive à prendre une énorme 8e place. Et puis il fait 31e du général final après avoir craqué dans l'étape du samedi vers Valménier 1800, et puis dans la dernière étape vers le plateau du Mont-Cenis, il s'est relevé 31e du général, mais depuis il a quand même roulé
avant les championnats de France où il fait 6e, il fait 8e du Tour des Apennins. Non, franchement, la saison de Louis Barré, je suis d'accord avec toi. C'est un ancien équipier de Jordan Jegat. Ils sont amis, les deux anciens équipiers dans le club de Nantes, où les deux sont passés professionnels. Et bien, dans cette équipe de Nantes en 2022 avec Jordan Jegat, ils se ressemblent un peu. Et Louis Barré, son année, elle est vraiment. Elle donne vraiment quelques espoirs. Je pense que, tu vois, dans des étapes comme, c'est bête, mais Mur de Bretagne, je pense qu'il va pas être très loin du top 10 par exemple. Oui, il a le profil, effectivement, je partage ton avis. Et je me permets aussi d'ailleurs, pour te faire remarquer, tu vois, par rapport à ça, ce qui est rassurant par rapport aux autres années, c'est que tu vois, on a commencé ce podcast français, et même inconsciemment, on n'a pas encore parlé d'Alaphilippe et de Warren Barguil, qui sont présents sur le Tour. C'est pour dire, c'est pour dire qu'en fait, je trouve qu'on a passé un cap aussi, parce qu'à une époque, tu vois, c'était compliqué quand même. Il y avait un peu les mêmes pour le classement général, ça avait du mal à pousser derrière. Et là, tu vois, on a quand même pas mal parlé. Et on n'a pas cité ces deux-là. Alors, moi, je trouve qu'Alaphilippe, effectivement, il est dans une très bonne forme. Même si tu sens qu'il a vieilli aussi, parce qu'il a du mal à conclure. C'est compliqué maintenant. Il a compris que sur le punch, c'était terminé. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Mais par contre, Warren Barguil, alors, ouais, je sais bien que c'est. Voilà, ça me fait. En fait, moi, ça me fait parfois du mal de le voir comme ça. Je me dis, bon, bah, tu vois, ouais, il passe un peu. Ouais, après, souviens-toi ce que te dit David Gaudu quand il re-signe chez Groupama FDJ il y a quelques semaines, quelques jours. Il dit, c'est sans doute mon dernier contrat avant de tenter d'être lieutenant ou équipier pour la fin de ma carrière. Warren Barguil, maintenant, il n'est plus pas en capacité, non. C'est vrai, il n'a plus la mentalité de jouer, de bagarrer pour aller gagner. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais quand tu l'as connu, bon, sa grande période, donc c'est un peu triste à voir. Il était tout le temps top 10. Ouais, et puis même, il était offensif, tu vois, c'était toujours, même face aux favoris, tu avais une attaque de Warren Barguil, quoi. Puis après, bon, il se faisait rattraper, mais tu vois, c'était toujours intéressant à voir. Donc, c'est vrai, quand tu vois ça, ça fait mal. Mais bon, après, on va être content de le revoir sur le vélo, et puis on espère au moins une ou deux échappées, et il nous fasse rêver encore. Ouais. Juste, tu parlais de Julien Lafilippe. Moi, Julien Lafilippe, sincèrement, quand je vois son Tour de Suisse. Ah, bah, il est prêt. Pour moi, il est prêt, il est là. Et quand je te dis qu'il a compris que dans les étapes punchy, il tentera quand même de s'accrocher. Je pense que Mur de Bretagne, Boulogne-sur-Mer, il va quand même tenter de s'accrocher. Mais il aura aucun mal à les décrocher pour ensuite, sur les étapes de montagne, aller chercher des coups. Je pense que l'étape du Lioran, Châteauroux, le lendemain, on a le Mont d'Or vers Super Sancy. Ah non, c'est pas le Lioran, je me suis trompé. Le Lioran, c'était l'année dernière. L'étape du Mont d'Or cette année. C'est le genre d'étape où il peut réellement briller. Tu vois, prendre une échappée, prendre des points pour la montagne et aller jouer la victoire si le peloton laisse la possibilité aux échappés d'aller jouer la victoire. Ouais, oui, tout à fait. C'est vrai qu'Alaphilippe, il a cette capacité aussi à toujours bien sentir les coups, parce que globalement, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, mais c'est parce qu'il sent bien la bonne échappée, le bon moment, quand attaquer, qui suivre. C'est ça aussi sa force qu'il a toujours eu, et il l'a gardé, ça, son instinct, il le perd pas. Mais c'est vrai que quand je vois l'exemple typique, c'était la première étape du Tour de Suisse, avec la victoire de Romain Grégoire. Tu sentais que quand Grégoire partait, quand il y a eu l'attaque, dans la montée de Grégoire notamment et de Kevin Vauquelin, il suivait, mais il décrochait, tu vois, c'était compliqué. Donc, tu sentais qu'il disait, ouais, c'est le coup à suivre, mais j'ai du mal, quoi, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui est beau à voir chez Alaphilippe, c'est que tu vois qu'il a encore cet instinct, mais que physiquement, c'est plus compliqué. On a parlé, on a fait le tour des équipes françaises, mais des Français qui vont plutôt être dans les profils grimpeurs-punchers. Pour terminer ce podcast sur les Français, on peut parler de ceux qui ont la belle pointe de vitesse et qui qu'on attend en fait un peu sur les sprints aussi, parce que on a une nouvelle génération de Français qui arrivent aussi dans les sprints. Moi, le premier qui me vient en tête, et c'est pas parce que on a eu l'interview avec la Total Energy, c'est parce que il m'a vraiment sauté aux yeux sur le Dauphiné, c'est Emilien Janière. Il va faire son premier Tour de France. Emilien Janière, c'est top 50 mondial depuis top 55 mondial depuis l'année dernière. Il a 26 ans, il aura 27 ans au mois de septembre. Il a fait 3e du Copenhagen Sprint, la nouvelle épreuve World Tour qui a eu juste avant les championnats, le week-end de fin du Tour de Suisse. Quand on regarde ce qu'il fait avant, au Dauphiné, il fait une 5e, une 7e place, il fait 2 fois 11e. Grand Prix de Hauts-de-France classique de Dunkerque, il fait 8e. Classique de Coupe de France Morbihan 6e. Finistère 3e. Classique belge l'Ardenne classique 4e. Paris-Nice, il prend une 2e place à Bellegarde. 3e du Samin au mois de mars.
il brille, il se place sur tous les sprints massifs, sur tous les sprints même tout court. Moi, vraiment, Émilien Janière, c'est celui que je vais regarder en premier cette année sur les sprints sur le Tour de France. Oui, alors il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que ça fait partie des noms qu'il faut suivre. Émilien Janière, évidemment, on lui fait confiance parce qu'il a ce sens du placement, il a une grosse pointe de vitesse sur les sprints longs. Ça va être intéressant à suivre. Moi, ceux que j'attends, c'est toujours un peu les mêmes aussi. C'est Brian Cocard quand même, parce que Cocard sur une course, et pour Cofidis, qui a bien besoin de points, il sera accompagné par Alexis Renard, qui a fait une très belle deuxième place dans la Copenhague Sprint il y a quelques jours. Donc, pareil. Cocard, 3e du classement du maillot vert, le classement par points l'année dernière. Pareil, voilà, notamment. On a aussi Arnaud Démare, évidemment. Alors, Arnaud Démare, on sait que ça ne sera pas régulier sur les sprints, dans le sens où il ne va pas jouer tous les sprints en top 5, mais sur un sprint, on l'a vu l'année dernière, il a failli aussi faire le jackpot. On rappelle 97 victoires en carrière pour Arnaud Démare. Il fait 4e du Copenhague Sprint aussi. Oui, également. Donc, non, je pense qu'il y a nos sprinters sont en forme. Après, on a aussi Hugo Page qui est Intermarché, mais qui sera certainement le lanceur de Binay Girmay. Mais après, peut-être qu'il aura sa chance sur une étape où Girmay va malheureusement décrocher ou en tout cas sera moins bon. Donc, il y a de la matière. Et je suis parlé de Paul Penouet. Paul Penouet aussi tout à l'heure, effectivement, j'en ai déjà parlé. Mais on a des profils un peu outsiders plutôt que des profils qui pourront jouer quelque chose face aux meilleurs. Donc, à voir comment ça peut se passer. Mais bon, je crois pas à une victoire française de sprint a priori, hormis cataclysme, chute ou quoi. Mais ça va être compliqué. Oui, alors, après. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le final, mais c'est vrai que 10, tu t'attends pas à un Français vainqueur d'un sprint massif sur ce Tour de France. Ah non, pas en tout cas non, mais j'espère pour eux. Mais c'est vrai que ça me semble assez utopique. Oui, on parlait des Total Energy avec les punchers. Matteo Vercher, juste qu'on n'oublie pas, vainqueur du Tour du Doubs cette année, qui a fait quelques belles petites placettes. Matteo Vercher, on ne sait jamais ce qui peut nous accrocher, éventuellement sur une échappée aussi. FP, on a fait le tour un peu de ces Français sur ce Tour de France 2025. Ce qu'on retient, c'est que on n'aura pas le prochain vainqueur français du Tour de France dans cette start list parmi les 37 Français au départ du Tour 2025. On n'a très certainement pas un vainqueur de sprint massif. Le dernier Français vainqueur d'un sprint massif sur le Tour, si je ne me trompe pas, ça doit être Arnaud Démare sur sa dernière victoire du Tour. Et puis voilà, après on va les attendre dans les échappées, on va les attendre dans la bataille peut-être pour le maillot à pois, on va les attendre dans les échappées sur de la moyenne montagne, sur de la haute montagne avec Deligny Martinez, peut-être un puncher, Romain Grégoire. Après c'est la nouvelle génération maintenant qui émerge avec Deligny Martinez et Romain Grégoire qu'on attend maintenant au très haut niveau, les Owen Costu aussi. Voilà, c'est le résumé qu'on peut faire un peu de nos attentes pour les Français sur ce Tour 2025. Encore une fois, tu le disais tout à l'heure, et c'est un bon résumé peut-être pour clôturer ce podcast, c'est que pendant quelques années, on était très auto-centré autour de Alaphilippe, Pinot, Bardet, Barguil, la bataille pour le général. Voilà, maintenant on sait qu'on a des Français capables de briller un peu partout, ils sont jeunes, ils ont envie de tout bouffer, ils ont envie de gagner surtout. Ouais, c'est très rassurant, et puis on voit qu'ils sont, c'est des jeunes coureurs qui tentent leur chance en fait et qui ratent beaucoup de fois, certes, et qui sont pas toujours gagnants, mais le fait de tenter, ils nous font vibrer, même si c'est quelques kilomètres, on y croit, et voilà, mais c'est ça le principal et c'est ça le vélo qu'on aime en fait. Exactement. FP, sur ce mot de la fin, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Et merci à toi. On rappelle les plateformes de Vélo Podcast. Ouais, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Apple Podcast évidemment, et sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les podcasts qui arrivent également, qui vont encore arriver pendant ce Tour de France. Vous nous retrouverez tous les soirs à chaque fin d'étape, et puis évidemment vous pouvez noter les podcasts 5 étoiles si vous êtes d'accord avec nous, ou 0 étoile si vous pensez qu'aucun Français ne va gagner une étape du Tour de France. Ce sera de votre faute si vous notez 0 étoile. Voilà, c'est de votre faute. Bon, on rappelle aussi qu'on a eu l'interview de Jordan Jegat en début de semaine, qu'on va essayer de faire un podcast par jour pendant ce Tour de France, qu'on le fait déjà dans cette présentation du Tour 2025. On a parlé de la bataille il y a quelques heures pour les classements annexes avec nos souvenirs, les 50 ans du maillot à pois. On vient de parler des Français. Dans les prochaines heures, attention, la bataille du général arrive. On va pas forcément parler des Français donc dans cette bataille pour le général, mais on va forcément avoir du Pogacar, du Vingegaard, mais pas que, parce que dans le podcast on s'intéresse à tout le monde, même aux minorités, ceux qui gagnent pas trop. FP, ciao, on se retrouve dans quelques heures pour la bataille du général et le départ du Tour de France 2025 à Lille, chez toi, qui arrive dans quelques heures. Ciao. Effectivement, ciao à tous.